Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Merci toujours d'être présent, de venir, de faire des coucous, de regarder en replay. Voilà, ce soir, je vais accueillir Laure Martina, qui est médecin. Bonjour Céline. Donc médecin, alors j'avais dit dans la story réanimateur anesthésiste, non, c'est dans l'autre sens que ça se passe. On anesthésie et après on réanime. Voilà, qui est aussi naturopathe. Et puis pas que, parce qu'elle intervient dans plusieurs domaines. Alors elle n'est pas journaliste, hein, mais elle est consultante pour des journaux, pour des sites web. Elle va vous raconter tout ça. Voilà, je vais la faire arriver. Voilà. Puis auteur de livres, enfin d'un livre sur les fleurs de Bach que j'ai ici. Voilà. Voilà. Un livre sur les fleurs de Bach qu'elle a sorti en 2019. Alors, je relance l'invitation. J'ai dit accepter. Normalement, ça devrait être OK. Et je ne sais pas pourquoi ça n'accepte pas. Donc, c'est moi qui vais aller le chercher. Alors, hop là. Inviter. Et si je le fais moi, est-ce que ça se passe mieux ou pas? Il y a des fois, je ne sais pas pourquoi, il y a des bugs. Ah, te voilà. Ah, coucou, bonsoir Nathalie. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ça fait un moment que t'attends ou pas? Non. Non, pas du tout, 10 Bon, secondes. Il n'y a pas bah, de ça va. souci. Va bien. Merci pour l'invitation. Bah, merci à toi de venir. C'est chouette. Je suis contente. Bon, je sais pas si tu as vu, j'étais en train de montrer ton Oui, livre. merci beaucoup. Voilà. Il est sorti en 2019, hein, c'est ça? Exactement, oui, chez Très Daniel. Voilà, exactement, aux éditions Très Daniel. Bon, je sais que c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, un très joli bouquin, très léger, mais Oui, volumineux quand même. il y a de quoi lire dedans, effectivement. Voilà. Bon alors, je t'ai invité parce que déjà on s'est rencontrés il y a, Bah en oui, 2019, il y a 2 ans, 19. je crois. Exactement, 2 ans et demi, ouais. Ouais. Et puis, et puis, on a tissé du lien, on va Tout à dire. fait. Ah Hein. oui, on a partagé plein de choses déjà. Voilà. Et puis on a cet amour de la santé, toutes les deux commun, puisque on travaille avec les plantes aussi. Et puis les plantes, les fleurs entre autres. Exactement. Et alors, donc, moi, je veux bien que tu te présentes. Bon, alors déjà, je vais le dire pour ceux qui viennent de chez toi, je suis conseillère agréée Fleurs de Bac. Donc c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc moi je suis formatrice pour le Centre Bac en Angleterre et puis je fais des entretiens personnalisés pour accompagner les gens qui ont besoin de soutien émotionnel. Et puis aussi comme toi j'ai écrit des livres sur les fleurs de Bac et c'est ma grande passion. Et toi donc tu es pas que Pas que, mais je suis plein de choses, oui. voilà Bah, c'est ça multicarte. exactement. Multicarte, exactement. Donc moi, je suis anesthésiste réanimateur pour la partie médecine allopathique. Donc j'ai un diplôme de docteur en médecine avec une spécialité en anesthésie réanimation. Et puis je me suis aussi formée en naturopathie, en phyto, aromathérapie aussi. Voilà, parce que j'avais cette envie d'avoir cette double casquette un petit peu pour pouvoir vraiment m'inscrire dans le cadre d'une approche de santé intégrative où on prenait en charge le patient dans sa globalité et donc d'où les différentes formations, les différents diplômes pour pouvoir vraiment aborder mes patients dans le cadre un peu global et pas uniquement de la médecine allopathique. Un peu comme Édouard Bach en fait. Exactement. Voilà, tout à Exactement, fait. c'est pour ça. Mais du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est ta démarche, elle était déjà dans la nature avant de faire tes études de médecine. Exactement. Et moi, j'ai commencé dans le sens, enfin dans l'ordre dans lequel j'ai fait les choses. J'ai commencé par des études de naturopathie, ce qui m'a passionnée et j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est dans le cadre d'ailleurs des études de naturo que j'ai découvert les fleurs de Bach et le travail d'Edouard Bach. Et mais comme j'avais envie d'aller un peu plus loin pour pouvoir vraiment aller pas que dans la prévention, mais aussi beaucoup dans l'approche thérapeutique, hein, donc dans vraiment le soin et le traitement et prendre en charge des patients, je me suis dit qu'il fallait que j'ai la double casquette, double compétence. Et donc c'est pour ça qu'en parallèle de mes études de naturo, j'ai commencé la fac de médecine et puis j'ai poursuivi, j'ai terminé, j'ai tout terminé et puis me voilà. Et donc, tu as fait tout ça en combien de temps?
Alors, les études d'anesthésie-réanimation, c'est 6 ans de tronc commun et après 5 ans de spécialité. Donc, ça fait pas loin de 11 ans. 11 ans? Ah, exactement. Ça, c'est pour la partie anesthésie-réanimation. Et ensuite, tout ce qui est naturo, phyto, aroma, etc., les différentes formations que j'ai menées, ça s'est étalé à peu près sur 3 ans et demi à 4 ans, en fait. D'accord. Donc, c'était 4 ans et demi avant les 11 ans, on est d'accord? Ça a commencé un peu avant et ça s'est poursuivi en même temps. C'est pour ça que ça a été un peu difficile parce qu'il a fallu faire en même temps, mais ça a commencé un peu avant et puis ça s'est poursuivi en même temps. Bon, je peux ajouter aussi 2 grossesses, 2 enfants ou on arrête là? Oui, 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 2 petites filles. Oui, tout ça a mené aussi en même temps. Et puis voilà, j'écris des articles pour des revues. Qu'est-ce que je fais? Je suis passée médecin expert pour Doctissimo, donc pour essayer d'apporter un peu de la validité scientifique, etc. Donc oui, je fais pas mal de choses, mais toujours dans l'esprit d'apporter les connaissances aux gens, de vulgariser, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de suivre des formations. Voilà, et je me dis, il faut pouvoir aussi rendre un petit peu et donner la possibilité aux gens de lire des choses de valeur, etc. Donc, avec humilité, je partage un peu mes connaissances et mon expérience. Ouais, humilité, le mot est faible, hein? Si, si, c'est une profession où il faut beaucoup, beaucoup d'humilité. Ça, Ben oui, c'est. bien sûr. Bah après, bon, je vais parler de toi du coup. Alors, tu travailles aussi pour la naturopathie pour nos cousins québécois, c'est ça? Oui, oui, là, alors l'aventure se termine, mais j'ai fait pas loin de 10 ans, oui, d'enseignement aussi, en naturo, en nutrition, en phyto, tout ça, pour des étudiants beaucoup francophones, et donc effectivement beaucoup d'étudiants québécois pour une école canadienne, effectivement. Et puis de l'écriture aussi pour, enfin des articles, on va dire, Oui, pour Planter Santé. Plantes et Santé, Oh, Plantissime, oui. voilà, d'autres revues, la phytothérapie européenne, d'autres à venir l'année prochaine. Un livre sur l'immunité qui sort en février, chez Ah, c'est chouette. Quintessence, voilà. Donc on aura Trop bien. l'occasion peut-être d'en reparler. Voilà, oui. Bah, Spoiler. bien sûr, avec plaisir. Bon, c'est à micro Voilà. coupé. J'espère que tout. Enfin, je sais pas si on a tout entendu quand tu as parlé de Plantissime. T'es passé avant sur le livre sur l'immunité. Tu as. Oui, j'ai écrit pour Plantissime, plusieurs revues, Ok, phytothérapie européenne, d'autres revues, voilà, à venir l'année prochaine, d'autres ok, collaborations. ok. Voilà. Et puis le livre qui sort en février, mais sur l'immunité et surtout l'approche de santé intégrative pour traiter les maladies infectieuses et soutenir son système immunitaire. Bon, donc une professionnelle avec beaucoup d'humilité. Après, c'est un mot que tu dis, tu connais le centre Bac, puisque Oui, tu avais pu visiter le centre Bac. cette Et grande chance. ouais, cette grande chance. Et du coup, sur la porte, hein, tu te souviens, sur la porte d'Edouard Bach, il y a cette plaque. Alors, vous Oui, regarderez sur mon site parce que voilà, il y a des photos de partout. Et puis, bah, dans le dernier bouquin que j'ai sorti, j'ai mis aussi une grande photo où on photo. voit bien la plaque. Donc, on a tous les titres de Bach. On a, il remercie Nora Wicks et Victor Belen. Enfin, Oui, il remercie à titre posthume, hein, puisque forcément, c'est pas lui qui l'a fait cette plaque. Et dessous, il y a ces 3 mots qui sont gravés sur cette plaque dorée. Donc humility, simplicity et compassion. Donc exactement. voilà, on peut penser aussi que tu as les mêmes 3 mots pour toi parce que Oui. vu voilà ton jeune âge aussi, parce que tu es une jeune femme, enfin je suis beaucoup plus âgée que toi, mais Oui. non mais bon, tu vois, tu as une expertise et une expérience et une disponibilité au service de l'humain, je trouve exceptionnelle. Bon alors, je sais que tu as croisé Caroline Gaillet dans ta vie parce que vous faites des lives aussi ensemble et j'avais mis un petit mot en disant ah c'est super, je connais Laure. Voilà, tu fais partie pour moi de ces personnes très inspirantes, hein, tu vois, de ces jeunes générations qui ont à foison une disponibilité, une cognition et une énergie de dingue pour pouvoir assimiler autant d'informations, les restituer. Et comme tu dis, c'est ça que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est la vulgarisation. Oui. Ça, Euh, c'est important. c'est capital en fait parce que ça n'empêche pas d'avoir ce background que tu as et qui est nécessaire hein, pour faire ce travail d'accompagnement. Voilà, tu as ce titre qui est légitime et on ne peut pas se substituer à un médecin, donc ça n'est même pas le sujet. Par contre, nous, d'être dans cette autonomie-là, Oui. grâce aussi à tous ces, j'allais dire tous ces tips, c'est pas le mot en français, mais tous ces conseils, tous ces
voilà, tous ces soins que tu peux prodiguer, en tout cas ces soins de connaissance, parce que tu prends soin aussi de nous. Je trouve que c'est vraiment, c'est extrêmement précieux dans ce monde-là où il y a des fois de tout et de n'importe quoi. Alors encore une fois, Exactement. moi j'ai fait 2 ans d'études de naturo. Je ne me comparerai pas en termes de compétences à certains naturopathes dont tu fais partie, qui ont une vraie connaissance de la physiologie. Oui. Tu vois, et c'est toute la différence entre les naturaux et les naturaux, en fait. Oui, tout à fait. Ah oui, ça c'est vrai que c'est très important. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Qu'il faut exactement et qu'il faut savoir connaître ses limites. Hein, on en a Oui. tous. Moi, la première, il y a des voilà, il y a des domaines de compétences que je n'ai pas du tout et c'est justement ça qui est riche parce que c'est de pouvoir se tourner bien vers des collègues, de travailler un peu en réseau et que chacun apporte ses compétences avec toujours un seul but, c'est l'optimisation de la prise en charge de nos patients quand on est médecin et puis de nos clients quand on est ou naturopathe, consultant, praticien de santé, etc. Mais c'est voilà, c'est vraiment, je pense, cette ligne directrice qu'on a tous et si on le fait de façon sérieuse, enfin, ça se passe très bien en règle générale. Alors, notre thème ce soir, c'est la consultation et les émotions. Et j'avais envie de lire, alors, ça vient de ce livre, Oui. Les écrits originaux du docteur Bach, aux éditions du Courrier du Livre. Et je vais lire juste une phrase que je trouve voilà, très appropriée à la thématique de ce soir. C'est: le médecin de demain comprendra qu'il n'a par lui-même aucun pouvoir de guérir. Oui, alors je pense que c'est très intéressant comme phrase. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Édouard Bach, il a appris la médecine allopathique, hein, telle qu'elle était enseignée au début du XXe siècle, et finalement, bon, qui a changé d'une certaine manière, mais qu'on continue à nous apprendre à la fac de médecine, c'est-à-dire on est très centré sur les pathologies. On apprend les différents systèmes, comme tu dis, on apprend la physio, la nat, etc. Puis ensuite, on pathologie, et c'est ce que Édouard Bach avait appris avec les connaissances du début du 20e telles qu'elles étaient à ce moment-là, mais c'était toujours très centré sur la maladie. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je pense que ce qu'il faut apprendre à apporter, et c'est ce que nos jeunes médecins et médecins, mes collègues, doivent aussi apprendre, ainsi que les autres praticiens de santé, c'est vraiment pouvoir intégrer la personnalité de l'individu, les émotions qu'il ressent. Pour prendre un exemple très simple, quand on prend en charge par exemple une patiente, on va dire Madame A qui a un cancer du sein, et ensuite Madame B qui vient aussi en consultation et qui est suivie pour son cancer du sein. En fait, de façon un peu caricaturale, aujourd'hui, on prend en charge le cancer du sein de Madame A, puis le cancer du sein de Madame B. Et en fait, ce que je pense qu'il faut apprendre à faire, c'est prendre en charge Madame A, qui souffre d'un cancer du sein, et prendre en charge Madame B, qui souffre aussi d'un cancer du sein. On va évidemment prendre en charge ce cancer exactement de la même façon que les recommandations, voilà, mais il faut tenir compte du vécu, de la personnalité, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas forcément à la fac de médecine, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit être appris par ailleurs et qui, à mon sens, est très très important pour le patient et pour les individus de façon générale. Alors, tu vois, justement, je vais faire le lien avec ce que tu dis. C'est la deuxième phrase. Bon, je vais pas tout lire parce qu'il y a 2 pages. C'est pas le but ce soir. Je vais pas faire de la lecture, mais j'en fais de temps en temps, tu vois, dans des vidéos Oui. ou là en live. Mais c'était aussi pour rejoindre tes propos parce que évidemment, on parle d'émotionnel, on parle de la nature, et c'est pour ça, comme tu dis un peu comme Edouard Bach, bah oui, le malade de demain doit comprendre que lui et lui seul est capable de soulager sa propre souffrance. Même si un frère, donc en l'occurrence le médecin qui va traiter mon cancer du sein, plus âgé que, voilà, que lui, pour le conseiller, peut l'aider, le soutenir dans ses efforts. Donc il y a aussi une partie, c'est pour ça que le médecin peut pas forcément tout guérir, il y a une part aussi d'autonomie et de prise en compte et de prise de conscience aussi de la part du patient. Donc ça se passe à deux, mais c'est pas le médecin qui soigne tout, il y a aussi cette part aussi d'indicible qui fait que le patient est aussi acteur de la guérison. Exactement, parce que le patient, il est aussi acteur de sa maladie, de la façon dont elle va évoluer d'une certaine manière. Ça, c'est très vrai pour les maladies chroniques, hein, le diabète, l'hypertension, par exemple. Il y a enfin voilà, la façon dont le patient va appréhender sa pathologie, va la gérer. Évidemment que l'évolution de la pathologie ne sera pas du tout la même en prenant 2 patients
quasiment strictement identiques avec le même profil parce qu'ils auront chacun leur propre vécu, leur propre ressenti. Il y a aussi l'entourage qui joue beaucoup. On n'est pas tous accompagnés de la même façon dans notre entourage. Donc tout ça, c'est des choses qui jouent et qui devraient idéalement être prises en compte quand on accompagne les individus, les patients, etc., au cours de leurs différentes pathologies. Et de même, je pense qu'il faut aussi en prendre conscience quand on reçoit un patient en consultation. C'est très valable pour les médecins. Hein, quand c'est entre guillemets une simple consultation de routine, il peut y avoir de l'angoisse chez le patient qui se dit dans 3 jours j'ai mon rendez-vous, je suis très stressé. Quand bien même il a l'impression que tout va bien et que c'est une consultation de routine, mais il peut y avoir une part de stress, d'anxiété, etc. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte et quand on va recevoir le patient ou l'individu en consultation quand on n'est pas médecin, il faut en tenir compte et donc là il y a tout un travail à faire, par exemple dans le choix des mots. Moi j'essaye de faire très attention aux mots que je choisis. Il faut utiliser des mots positifs. Il ne faut pas dire à la personne ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, parce que là la personne elle reste bloquée sur le mot d'inquiétude. Voilà, exactement. Donc il faut des mots positifs, dire rassurez-vous, voilà. Puis dans l'attitude qu'on a aussi, le sourire, etc. Alors après, je reconnais que c'est pas toujours facile. Hein. Moi, quand j'enchaîne 24 heures de garde et qu'il est 3 heures du matin et qu'il faut encore faire preuve de bienveillance, j'essaie, mais je reconnais que des fois, je dois être un peu moins disponible, même émotionnellement, pour mes patients. Mais je pense que c'est quand même sur ce chemin-là qu'il faut s'inscrire vraiment pour faire preuve de bienveillance envers nos clients quand on n'est pas médecin ou nos patients et vraiment tenir compte de la part émotionnelle qui est très très importante et qui va conditionner en fait tout le reste, la relation avec le praticien, l'évolution comme tu le disais très justement de la pathologie, le vécu de la pathologie et puis surtout les consultations futures en fait parce que si ça se passe pas bien la première fois, il va y avoir une majoration du stress, de l'anxiété lors des consultations futures qui sont peut-être obligatoire dans le cadre de certaines pathologies. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que la personne qui consulte, elle arrive à reculons, avec la boule au ventre. Voilà, il faut qu'il y ait de la réassurance de la part des différents praticiens qui prennent en charge l'individu. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait que ce soit fait idéalement. Alors, tu penses, alors justement, la question, c'est par rapport à ce que tu avais, bon, c'est un peu faussé, puisque la réponse, tu as commencé par la naturo, donc la prise en charge plutôt globale et un peu aussi holistique d'une certaine façon, puisque normalement, ça ne devrait pas être holistique, ça devrait être naturel de prendre cette prise en charge globale de l'individu. Mais lors de tes études, est-ce qu'il est abordé justement des parties comme ça avec la prise en charge justement émotionnelle, comment accueillir son patient? Enfin, alors je sais qu'on traite des organes évidemment. Moi, j'ai le Marieb qui est quand même gros comme ça, avec je ne sais combien de pages. Donc oui, ça c'est ok. Mais le reste, en fait, toute cette partie justement de cocooning, de lumière et de sourire. Alors, il faut être honnête, on l'apprend très très peu pendant la partie des études de la faculté de médecine. On l'apprend beaucoup plus, entre guillemets, sur le tas, hein, c'est-à-dire quand on est en stage, puisque pendant nos études, on a des stages. Voilà, donc on l'apprend. Bon, certains professeurs essaient de nous faire passer des messages un petit peu au cours de nos études, mais globalement, c'est quand même assez peu développé pendant la partie études pures, si je puis dire, et après, on l'apprend un petit peu plus directement avec le patient, avec ce qu'on appelle nos chefs, nos seniors, lors des stages. Mais c'est encore, je pense, une zone qui pourrait être améliorée effectivement dans la formation des étudiants en médecine, en tout cas en France. Ça, c'est une certitude. Qu'il y aurait tout un travail à faire sur l'accompagnement. Puis bon, il y a aussi tout le souci de la souffrance psychologique, même si c'est pas le sujet, mais des étudiants en médecine. Donc, mais qui sont déjà dans un état de détresse assez intense, en particulier les internes. Et donc, c'est évidemment très difficile, je pense, pour eux d'être disponibles émotionnellement pour leurs patients, alors même que eux-mêmes sont en grande souffrance de façon globale en France. Donc, ça c'est un autre sujet, mais comme tu dis, qui est très important aussi. En fait, c'est un autre sujet, mais tu sais, je mets un titre pour pour le live. Mais tu sais, des fois, il y a des digressions, mais on revient toujours au centre. En fait, c'est quand même nous et nos émotions, alors que sans consultation. Et pour moi, c'est à double tranchant. Je peux pas tout mettre dans un titre. Mais évidemment qu'il y a les émotions du patient, mais il y a les émotions du soignant. C'est fondamental.
Oui, quid des émotions du toubib qui va, ou d'anesthésiste réanimateur, ou peu importe, qui va lui-même être dans un état émotionnel qui est des fois borderline parce qu'il est en plein divorce, parce que son tout enfant, à fait. on l'a chopé avec quelques grammes de shit dans son sac. Enfin, je veux dire, c'est de la vie, quoi, en fait. Hein. Comment ça se passe à ce niveau-là, puisqu'il n'y a pas, à proprement parler, de prise en charge, puisque là, les étudiants, c'est un autre sujet, mais qui fait partie de ça, puisque de toute façon, on ne peut pas devenir médecin sans faire des études. Donc, comment on peut traiter est-ce que tu connais, toi, des gens qui s'occupent qui sont des Alors soignants et qui normalement, donnent des cours ou pas? dans toutes les facultés, dans tous les centres hospitaliers universitaires, quand même, enfin non, il y a possibilité de se tourner vers une forme de certain soutien psychologique. On est censé pouvoir, comme dans toutes les études d'ailleurs, se tourner vers nos professeurs et nos chefs de service, etc., pour parler de notre mal-être, etc. Mais je pense que c'est toujours difficile parce que si on fait ça, c'est quelque part, ça peut être jugé comme étant un aveu de Perçu. faiblesse. Voilà, donc voilà, je pense que c'est difficile et ça mériterait d'être, même s'il y a des efforts qui ont été faits, hein, avec effectivement des psychologues dans certains centres qui sont beaucoup plus disponibles, etc. Ouais. Mais c'est quand même toujours très difficile parce que il faut pouvoir y aller sans être vu pour justement voilà, ne pas avouer qu'on est faible, même si c'est pas le mot, hein, mais c'est le ressenti et l'image de Vulnérable, exactement. Et puis mais tout à est-ce fait. que quand on est étudiant en médecine, on accepte aussi cette part de vulnérabilité, de fragilité, parce que, je veux dire, on est étudiant en médecine, mais on a 22 ans, mais nos parents divorcent pour le coup. Et comment je fais aussi, moi, pour accuser le coup à des fois 300 kilomètres avec mon Exactement. père en larmes au téléphone. Enfin, je veux dire, c'est aussi la Oui, vie. tout à fait. Hein. Après, je pense c'est une situation qu'on va retrouver dans d'autres types d'études aussi, hein, dans les autres facultés, etc. Voilà. Mais il y a quand même, c'est vrai, il faut reconnaître, ils ont essayé de développer dans certaines régions, dans certains centres, des lignes téléphoniques pour les étudiants, des psychologues qui sont à disposition, etc. Mais bon, je pense qu'il faut encore l'encourager pour le développer le plus possible parce que c'est très important. Et puis on le voit bien là avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid-19. Il y a beaucoup de souffrance chez les enfants, il y a beaucoup de souffrance chez les étudiants. Donc effectivement, ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Et les psychiatres et les psychologues font un travail énorme, mais ils sont eux aussi Débordé. débordés, fatigués, en sous-effectif, etc. Voilà, donc c'est une problématique qui, j'espère, sera mise au devant de la scène assez rapidement. En tout cas, qu'on apportera du soutien aux praticiens et puis surtout pour aider les enfants, les étudiants qui sont en grande souffrance. Et ça, c'est En hyper. détresse. Et c'est aussi à nous de faire ce travail-là, tu vois, d'éveil de conscience aussi en faisant ce genre de live, tu vois, parce qu'on n'a pas toujours conscience que derrière le médecin, il y a Oui, un homme tout autant que derrière une exactement. pathologie. Il y a un homme ou il y a une femme. Enfin, je dis un homme, c'est pas sexué, mais Non, non, bien sûr. c'est important aussi de le prendre en considération. Donc, Ah oui, oui, tout à fait. Bon, on est des individus comme les autres, hein. On prend en charge nos exactement. patients, mais effectivement, on a les mêmes, entre guillemets, problèmes que les autres, les mêmes Il y a difficultés. des fuites d'eau chez les médecins Et aussi. chez les Et, Tout à fait, exactement. Voilà, donc non, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est un job qui est très intense au niveau émotionnel parce qu'on accompagne, par définition, quand les gens viennent nous voir, c'est qu'ils vont pas bien d'un point de vue de la santé. Donc, il faut qu'on soit, je pense qu'il faut être soi-même bien dans ses baskets pour pouvoir bien accompagner ses patients. Mais c'est finalement tout aussi valable pour le naturopathe, le consultant, la diététicienne, par exemple, etc. Tout professionnel de soins et qui accompagne devrait pouvoir être bien dans ses baskets pour pouvoir bien accompagner ses patients. Et ça, c'est ça qui est important. c'est pareil chez le plombier, s'il arrive en vrac, c'est pas la peine non plus, tu vois. Tu nous mets l'eau chaude à la place de l'eau froide. Bon, c'est une Oui, boutade, mais en même temps, c'est un peu le lot de ce que je fais, tu vois. C'est ça, c'est aussi nous et nos émotions. On est tous concernés par les émotions, finalement. exactement. C'est ça qui est aussi dans ce souhait aussi que j'ai, tout comme toi, de désacraliser les fleurs de bac. C'est pas réservé à une élite qui a des problèmes dans sa vie.
alors à ce moment-là, on part du postulat que tout le monde a des problèmes pour le coup, parce que quand voilà, on est jeune maman et qu'on est anesthésiste, réanimateur et que le bébé se réveille en pleine nuit depuis 15 jours parce qu'il se fait une otite, je veux dire, il y a pas, on n'est pas des gens à problème. On Oh non, traite nos c'est juste, c'est la émotions. vie tout à Voilà, fait on est normale d'accord. en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense à la fleur Hawk pour justement tous ces étudiants en particulier et ces médecins, alors peut-être aussi dans ce circonstance aussi très très singulière de notre humanité. On peut l'expliquer en deux mots. Si tu veux en parler de la fleur Hawk pour ceux qui auraient peut-être besoin de soutien aussi dans ces Ça a moments-là. coupé, Nathalie? Oui, tu n'as pas entendu? Excuse-moi, ça a coupé, je n'ai pas entendu. Non. Est-ce que tu veux parler de la fleur Hawk, par exemple, qui pourrait peut-être accompagner les étudiants ou tous les médecins qui sont dans cette situation actuellement? Alors oui, alors avant, je pense il faut les fleurs de bac, c'est un bon outil, c'est un outil complémentaire pour travailler. C'est pas un outil exclusif, ça ne Non. remplace pas les autres approches. Tout le monde n'y est pas nécessairement formé. Pour ce qui est de la validité scientifique, on en a très peu. Il y a peu d'études de bonne qualité qui ont été menées. Ça, c'est vrai. Donc, on a peu de données dans la littérature scientifique. Après, on a beaucoup de témoignages de personnes qui les utilisent et qui trouvent de la positivité dans la gestion en fait de leur sphère psycho-émotionnelle. Donc c'est ça qui est quand même intéressant. Moi, je les vois comme un outil complémentaire qu'on peut ou pas utiliser à certains moments, mais qui ne se substitue évidemment pas à l'approche, par exemple, avec le soutien avec le psychologue, etc. D'ailleurs, il y a des psychologues qui commencent à les utiliser ou qui les utilisent déjà. Exactement, et donc c'est un accompagnement comme un autre. C'est très intéressant, par exemple, de les associer à l'aromathérapie, par exemple. On peut tout à fait voilà, faire un travail conjoint. Ensuite, je pense qu'il faut aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas une fleur pour une situation. C'est vraiment, comme tu le sais tout aussi bien que moi, c'est vraiment le choix des fleurs en fonction de l'individu, puisqu'on va chacun vivre des situations identiques, mais on va les traverser émotionnellement de façon différente. Donc il faut vraiment s'adapter à la personne. Enfin, voilà, je pense que Bah c'est oui, ça. bien sûr. Après, là, c'était juste un petit conseil comme ça, mais il y en a plein des fleurs, hein, il y en a 38. Et Voilà, oui, j'en ai formé des psychologues, hein, donc exactement, et qui utilisent. qui utilisent les fleurs de bac en cabinet et qui, même s'ils les utilisent pas, ont une perception, malgré toutes les études qu'ils ont fait, qui ont une perception, une ouverture d'esprit différente sur l'accueil justement des troubles de leurs patients parce qu'il y a cette écoute qui est particulière quand on fait justement des stages agréés par le centre bac, parce que c'était aussi dans la consultation médicale, puisque c'est le thème, sur l'observation du patient. Mais aussi une écoute très singulière. Et je voulais en revenir aussi par rapport à ça, par rapport au temps aussi de consultation, en termes Oui, de rétrécissement aussi de temps, les minutes en fait. C'est très compliqué d'être dans une bonne écoute, une observation de son patient quand le temps est compté en fait. exactement. Mais parce qu'en fait, on se retrouve dans une problématique où en fait, on manque de médecins, donc on a de plus en plus de demandes de consultation. Et donc, soit, entre guillemets, on allonge les temps de consultation et donc ça sous-entend qu'on refuse des gens en consultation ou qu'on reporte. Ou alors, on accepte, entre guillemets, un peu tout le monde, mais donc à ce compte-là, il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée, donc on est obligé de raccourcir le temps de consultation. Donc ça, c'est une vraie problématique, effectivement, en France, en tout cas, et probablement dans d'autres pays aussi, mais en tout cas en France, oui, on a un souci, quelles que soient d'ailleurs les spécialités médicales, hein, que ce soit la médecine générale, les spécialistes, La les délais de gynécologie entre autres. Hein. exactement, l'ophtalmologie par exemple pour avoir des rendez-vous, les soins dentaires, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que si ce qu'il faut essayer de se trouver un médecin avec lequel le courant passe bien, avec lequel surtout vous vous sentez en confiance, en sécurité aussi, et qui vous accompagne, vous, et pas uniquement la pathologie pour laquelle ou la problématique de santé pour laquelle, mais de même que le naturopathe que vous consultez ou le praticien de santé, même si vous le consultez pour un motif entre guillemets particulier, des troubles du sommeil par exemple, etc. Il faut vraiment qu'à chaque fois, la personne qui vous prend en charge, elle vous voit dans votre globalité et aussi dans votre individualité en fait, puisqu'encore une fois, c'est pas qu'une problématique, c'est
certes une problématique, mais chez un individu en particulier, unique, avec son propre ressenti, etc. Et c'est que là que les fleurs de bac sont intéressantes. Et c'est pour ça que certains psychologues les utilisent. C'est parce que ça peut aussi être un support pour amener les personnes à parler, à se libérer aussi, sans avoir le souci d'être jugé, etc. Donc ça permet, voilà, c'est un peu ça, c'est des techniques qui marchent très très bien chez les enfants, par exemple, où vous voyez des psychologues ou des pédopsychiatres qui les font travailler au travers du jeu, du dessin, etc. Donc il y a un support concret, entre guillemets, mis entre les mains de l'enfant. Et les fleurs de bac, c'est intéressant parce qu'on peut aussi, tout aussi bien le faire chez les adultes et chacune des fleurs est correspondant à un déséquilibre émotionnel en particulier, ou tout au moins avec une sorte de trame un petit peu à suivre, en fait, on peut s'en servir comme un support pour discuter un petit peu. Et ça permet aussi à la personne d'avoir ce support complémentaire pour se livrer un peu plus au niveau émotionnel. Donc ça, c'est un travail qui est intéressant à faire, je trouve. Bah, tu vois, quand je parlais de la fleur oak, il est évident que, et je vais revenir dessus, mais évidemment, on peut se faire accompagner avec un ostéopathe si on en a plein le dos, parce qu'on va au-delà de nos propres limites et on sent qu'on est épuisé, mais qu'on n'a pas le choix, qu'il faut continuer à aller travailler. Bon, par exemple, un médecin qui travaille dans un service, un urgentiste, etc., et qui va être vraiment fatigué, épuisé, mais qui n'a pas le choix, qui a des responsabilités et qui veut honorer sa parole et qui veut pas mettre en porte-à-faux le service, et puis ses patients qui l'attendent, etc. Aussi. Donc, le postulat de base, c'est j'en peux plus et j'ai même mon arrêt maladie dans la poche, mais je peux pas parce que c'est pas envisageable, voilà. Exactement. Mais du coup, dans la consultation médicale, rien ne l'empêche aussi d'aller voir son ostéopathe s'il commence un lumbago ou si il a des vertèbres déplacées parce que physiquement il est aussi atteint. Il peut évidemment faire des compléments nutritionnels et puis il peut prendre aussi d'autres types tout un tas de batteries sur la naturopathie et puis le fait de poser des mots et de s'apercevoir que par exemple il pourrait peut-être demander à son chef de service de décaler un peu ses horaires. Peut-être que là, il dormirait 1 heure de plus et peut-être que ça irait mieux. Mais c'est souvent avec la prise de conscience de son état physique que ça mène à la conscience son état aussi émotionnel et donc on franchit trop la ligne et que là, il y a des choses aussi à changer. Et Bach, justement, là, dans ce livre-là, parle aussi de la maladie qui n'est pas méchante en soi, qui n'est pas là pour nous punir ou nous blâmer, entre guillemets, nous challenger au point de nous, de nous punir, en fait, comme si c'était une condamnation. C'est surtout une manifestation d'un déséquilibre de vie et un déséquilibre entre, on dit, l'âme et l'esprit. Et là, de s'apercevoir, par exemple, qu'on en fait trop ou on n'est plus à notre place parce qu'on surexploite notre corps et notre énergie, et bien là, la maladie s'installe. Des fois, la maladie n'est pas forcément là, elle s'installe aussi parce qu'il y a ce déséquilibre. Hein. C'est comme un virus après, aussi. Il faut relativiser, évidemment, c'est au cas par cas. Il faut relativiser parce que Édouard Bach, il a vécu, au début, il a fait ses études de médecine au début du XXe siècle. Il faut pas oublier non plus que quand on reprend la bio d'Édouard Bach, il a quand même très longtemps hésité entre devenir médecin et devenir prêtre. Donc, il y avait quand même le prisme de la religion qui était très prégnant chez Édouard Bach, ce qui n'est pas du tout le cadre heureusement, des médecins actuellement. Hein. Donc voilà, donc il faut un peu relativiser un peu les choses. Hein. Quand on glisse, on tombe, on se casse le poignet, c'est juste la faute de pas de bol, si je puis dire. Ça n'a rien à voir avec probablement un déséquilibre quelconque. Moi, je prends en charge plein de petites mamies absolument adorables qui, heureusement, peuvent retourner danser le samedi et qui, malheureusement, glissent sur le parquet et se font une fracture du poignet. Et pourtant, elles sont très bien et on discute beaucoup. Elles sont absolument charmantes et toutes mignonnes. Et bon, elles me disent toujours, je suis tombée bêtement. Je leur dis toujours, mais est-ce que vous connaissez des gens qui tombent intelligemment? Non, on tombe toujours bêtement. Ça arrive comme ça. Oui, mais après, tu sais, des fois, Laure, on tombe et on est bien contente de s'arrêter parce que justement, c'était le temps aussi de se poser un petit peu. Des fois, la maladie nous fait des fois prendre conscience que des fois, justement. Oui, on en a fait un peu trop. On est bien content de s'arrêter et de lever le pied. Exactement, faire du temps pour soi, etc. Exactement. Oui, mais bon, voilà.
Après, on donne du sens à ce qu'on a envie aussi. Hein. Exactement. Voilà. Mais la prise en charge globale, c'est intéressant aussi de pouvoir poser des mots et de se dire qu'on a voilà, aussi cette possibilité de prise en charge aussi émotionnelle et pas simplement que corporelle en fait. Hein. Tout à C'est fait. ça Oui, non, le but. ça c'est très important, quelle que soit la problématique sous-jacente. La notion de gravité, elle est évidemment variable en fonction de chaque individu et que on ressent tous des choses différentes et donc ça c'est quelque chose qui est très important. Il faut pas ni culpabiliser de ressentir par exemple de la tristesse ou de l'anxiété en se disant bah moi j'ai qu'une problématique d'hypertension artérielle alors qu'il y a des gens qui ont par exemple des cancers, etc. La gradation dans la gravité, elle n'est pas tant de la maladie, mais c'est vraiment le ressenti de chaque personne. On a notre propre vécu, voilà, et ça c'est très important aussi. C'est pour ça que c'est très important de prendre en charge l'individu avec toute son histoire, ses antécédents, toute sa sphère en fait psycho-émotionnelle qui va varier d'une façon vraiment mais complètement différente avec un autre individu qui pourrait enfin, avoir la même problématique de santé entre guillemets. Donc c'est ça qui est très intéressant. Bah, en fait, c'est ce que dit Bach aussi, c'est qu'il dit, voilà, la maladie, ça n'est qu'un nom. Il ne Oui, faut pas s'attacher au nom de la maladie. Alors c'est vrai que ça paraît extrêmement provocateur parce qu'on se dit, bah, comme tu viens de le citer, tu compares pas une chute oui, dans la rue avec un cancer du sein. Et bien pourtant, il y a des personnes qui vont faire des chutes dans la rue et qui, le fait d'être immobilisées, tout à vont le fait, prendre de façon mais dramatique en fait. Hein. Et tout donc à fait. on n'est bien pas sur la foulure du poignet, mais on est sur l'individu et la perception qu'elle a elle Exactement. de l'arrêt, etc., de son incapacité d'aller travailler, de s'occuper de ses enfants, la Exactement. culpabilité, Tout la à fait, peur. oui, oui. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre en charge l'individu, mais avec sa pathologie. Mais ne pas prendre en charge la pathologie de l'individu de façon exclusive. Voilà, il faut vraiment cette approche un peu globale et cette vision globale de la personne. Et de toute façon, c'est ce que les patients demandent de plus en plus. Hein. On le voit avec l'accès à tout ce qui va être naturopathie, l'accès à tout ce qui va être les plantes, etc. Les individus sont en demande d'une prise en charge un peu plus globale, qu'on tienne compte beaucoup plus de leur sphère un peu émotionnelle, de leur ressenti, de leur bien-être aussi, avec un souci de bienveillance et qui n'était peut-être pas fait de façon tout à fait adaptée toujours dans toutes les situations jusqu'à présent, parce que on n'était pas, comme encore une fois, hein, les médecins n'étaient pas forcément formés ou voilà, et donc là, c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment s'y mettre parce que c'est attendu par nos patients et il y a un vrai besoin. Et puis, c'est gratifiant aussi, je trouve, en tant que médecin, de prendre en charge les gens de façon un peu plus globale, d'avoir une relation un peu plus, voilà, un peu plus poussée avec son patient dans le sens où on l'accompagne de façon un peu plus élaborée, avec de la bienveillance, etc. C'est voilà, à la fin de la journée, on est content. Ça prend de l'énergie beaucoup, mais voilà, c'est gratifiant d'accompagner les gens de façon un peu plus globale en fait. C'est peut-être plus gratifiant que d'envoyer bouler son patient en disant oh allez c'est rien, c'est qu'un poignet cassé. Voilà, Et la exactement. patiente peut dire mais il a rien compris, c'est terminé, je veux plus le voir, il m'énerve. Je me Et suis pas exactement. sentie écoutée en fait, et il n'a Et c'est rien ça. compris à mon histoire. Et exactement, oui, c'est ça qui est important, c'est d'être à l'écoute. Voilà, et puis après, comme on revient aussi, le choix des mots. Je pense qu'il y a un gros souci aussi du milieu médical, c'est que C'est vrai. on emploie des mots très compliqués, on est très fiers de nous, mais personne ne comprend rien. Donc voilà, donc je pense que c'est très important aussi d'apprendre à vulgariser les choses. Et quand j'emploie le mot vulgariser, c'est vraiment dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire, enfin moi, quand j'ai un souci de voiture et que mon garagiste m'explique des choses, je lui demande de m'expliquer les choses de façon simple parce que je n'y comprends strictement rien avec tout le langage de la mécanique, etc. Ben, les médecins, en fait, je pense que c'est pour toutes les professions, c'est important d'apprendre à vulgariser, d'expliquer les choses avec des mots simples qu'on va comprendre. Puisque c'est de manière, c'est ce que nous, en tant que médecins, on attend quand on est confronté à des professions qui ne sont pas de notre corps de métier. On veut comprendre les choses. Donc finalement, le patient, il veut exactement la même chose, et le client, quand il va voir son naturopathe, il veut ou son praticien de santé, voilà, il veut exactement la même chose, comprendre et être écouté et comprendre ce qu'on lui dit.
Et oui, ça revient toujours aux trois mots, hein, sur l'humilité, la compassion et la simplicité, parce que la compassion Exactement. aussi, la compréhension aussi que l'autre n'a pas forcément accès à notre savoir. Et, Exactement. et voilà, c'est OK. Et puis s'il faut répéter, bah, vaut mieux répéter. Et c'est vrai que souvent, alors je suis pas médecin, hein, je dis souvent, mais comme si j'étais dans le cabinet, mais quand le diagnostic est annoncé, il peut y avoir un état de sidération, Exactement. même si c'est un poignet cassé. Hein, attention Oui, à ce que tout je à dis. fait. C'est pas forcément le cancer du sein. On reprend les exemples de début de conversation, mais du coup, la posture du patient est dans un état de sidération parce que lui, il voit déjà, je peux pas aller chercher ma fille, je vais pas pouvoir sortir le linge de la machine. Il y a toutes les Exactement. bulles qui se mettent au-dessus, donc ça, c'est l'émotionnel. Et du coup, ça coupe Exactement. justement la rationalité, hein, le cerveau préfrontal. Et d'un seul coup, c'est panique à OK Coran, on n'écoute plus rien. Et le Exactement. médecin continue à blablater son truc. Et nous, patients, on est dans une posture où on sort et on dit, je ne sais même pas ce que j'ai en fait. Moi, ce que je sais, c'est que je vais pas pouvoir m'occuper de ma fille, je vais pas pouvoir sortir le Exactement. linge. Il faut que j'appelle ma collègue demain. Exactement. C'est pas simple à gérer ça. Exactement. Tout à fait. Oui, oui, non, c'est pas simple à gérer. C'est qu'en fait, il faudra avoir plusieurs temps avec son patient pour pouvoir faire une première annonce, laisser passer la vague, puisque comme tu le dis, très souvent, c'est normal, hein, c'est tout à fait humain. On bloque sur l'information qui est difficile à entendre. Et puis alors après, tout ce qu'on dit après, enfin tout ce que le médecin va dire après ne sera ni entendu et encore moins retenu ni compris. Donc, comme tu le dis très bien, les patients, ils sortent du bureau de consultation, ils ont retenu qu'ils avaient le poignet cassé et qu'ils ne pourraient pas ni aller travailler, s'occuper de leurs enfants, etc. Mais par contre, la durée du plâtre ou le type de chirurgie qui doit être fait, etc. Tout ça, ils l'ont complètement zappé, mais ce qui est tout à fait normal. Hein, c'est une réaction tout à fait normale. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir la possibilité de redire, reformuler. Et c'est là aussi normalement le travail formidable du personnel soignant paramédical, c'est-à-dire les infirmières, qui connaissent très bien les dossiers des patients qu'elles prennent en charge et qui vont reformuler, réexpliquer, etc. Et là aussi, il y a un gros travail à faire pour leur laisser le temps. Il manque du personnel parce qu'elles essayent de bien faire, mais c'est un effet boule de neige. On en parlait chez les médecins, mais c'est chez les étudiants en médecine, c'est exactement la même chose. Hein. On le voit. Voilà, et pourtant, c'est des professions qui sont fondamentales parce que elles sont vraiment le relais entre le médecin, le patient, elles s'en occupent, c'est elles qui vont aussi reformuler, réexpliquer, accompagner, assurer une partie du suivi, etc. Et c'est très très important et tout ça, ça fait partie de la prise en charge du patient. Après, la grande chance, c'est qu'il y a énormément, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais d'aides-soignantes, d'infirmières qui se forment de plus en plus à d'autres approches, à l'aroma, etc., Complètement. les fleurs de bac, etc. Donc c'est vrai que elles peuvent utiliser un petit peu ces outils aussi dans leur pratique. Ça leur a appris une autre qualité d'écoute, par exemple, dans le choix des mots aussi qu'elles emploient, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est très bien pour les patients. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ah oui, c'est certain. Et du coup, pour toi, quelles seraient les émotions les plus, le top 3 des émotions en consultation, alors versus patient, après, pourquoi pas versus médecin, posture voilà, de soignant. Bon, je dirais la peur peut-être. Ah oui, clairement, c'est ça. C'est l'anxiété, la peur, c'est des émotions c'est celles qu'on retrouve le plus souvent. C'est clairement celle qui domine, au niveau médical avec certitude, en anesthésie énormément. Ça Voire c'est même la terreur, parce qu'on parle de peur, on parle de la fleur mimulus, qui est exactement, des peurs identifiées, qui sont assez basiques, mais tout que à fait, je peux quand même traiter. Rock Rose, là, on est carrément sur la terreur, la peur panique, justement, exactement. la sidération. Tout à fait, voilà. Donc c'est dominé par l'anxiété, la peur. Alors à la fois pour soi-même, ce qui est un peu, amusant. Le mot est pas bien choisi, mais c'est qu'aussi il y a beaucoup de patients qui ont peur pour leurs proches, c'est-à-dire que Bien c'est sûr. eux-mêmes qui sont malades, qui ont une pathologie, mais qui s'inquiètent C'est pour pour les autres. le retentissement pour Ouais. leurs proches. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent en consultation. Ils se mettent même plus en avant alors que c'est eux qui devraient être au centre et en fait ils s'inquiètent du fait qu'ils vont être hospitalisés, de comment la famille, alors que par exemple ils s'occupaient tous les mercredis après-midi du petit-fils ou de la petite-fille, là ils vont plus être disponibles parce qu'il faut qu'ils se fassent opérer, etc. par exemple. Hein. Donc Donc ça, c'est voilà, richesse oui, c'est neutre. clairement.
Voilà, exactement. Donc c'est vraiment, nous, enfin moi pour la partie médicale, enfin dans la profession médicale, je pense que c'est clairement tout ce qui est anxiété, peur, et puis ensuite on va avoir aussi toutes les problématiques de difficultés de projection dans le futur, etc. Ce que la pathologie, par exemple, impacte. Voilà. Après, dans certaines pathologies plus chroniques ou plus difficiles, on parlait de tout ce qui est la problématique de la cancérologie, etc. Là, on va avoir les différentes phases. On peut avoir du déni, on peut avoir de la colère aussi. Voilà, donc c'est ce type d'émotion qu'on retrouve. Mais clairement, tout ce qui est peur et anxiété, c'est quand même ce qui est au devant de la scène et ce qu'on retrouve en premier, ce qui est normal aussi. Hein. Et de la rumination mentale, white chestnut aussi? Oui, beaucoup, surtout. Beaucoup. Alors ça, on va le voir beaucoup dans les pathologies un peu chroniques parce que Oui. justement, les gens, les patients, les individus, ils ressassent beaucoup, ils réfléchissent les implications, les conséquences, etc. Donc effectivement, il y a il y aurait tout un travail à faire en fait je pense sur la sphère psycho-émotionnelle, quelle que soit finalement la pathologie. Il y a du soutien, par exemple psychologique, qui est proposé dans les contextes, surtout en cancérologie, c'est là où c'est très développé. Mais en fait, on aurait tout intérêt à pouvoir le développer dans tous les autres types finalement de pathologies qui, d'une certaine manière, déséquilibrent aussi la sphère psycho-émotionnelle et il y aurait besoin d'un soutien à ce niveau-là. Après, ça, c'est une utopie parce qu'on n'a déjà pas les moyens d'avoir des Compliqué, hein, psychologues. ouais, je sais. Voilà. Tu sais que j'avais un Disponibles. médecin de Cochin qui m'avait contacté pour faire un espèce de test, pas randomisé en double aveugle, hein, mais Oui, avec un questionnaire qu'on aurait pu éventuellement échafauder ensemble oui, sur un certain nombre de questions, si tu veux. Après, j'avais rencontré les gens qui travaillaient avec lui du service et il y en a qui étaient trop contentes de me sortir son rescue en disant moi je l'utilise, c'est génial et tout. Et elles étaient oui. super contentes justement pour les soins post-opératoires aussi après que tout l'anxiété et prêt aussi parce que il y a aussi besoin de préparer le patient avant de passer au Oui. bloc. Et ça s'est arrêté avec l'histoire qu'on connaît, hein, parce que tout s'est un peu arrêté il y a 1 an et demi. Arrêtez, exactement. Voilà. Mais sinon, lui, il était prêt à jouer le jeu pour, sur du rescue et puis sur quelques fleurs, quoi, en fait, sur, justement, sur la peur, la rumination mentale, sur le manque de confiance en soi aussi, sur l'inquiétude pour les autres, sur 5-6 fleurs pour essayer de voir comment ça pouvait se passer et pour accompagner aussi ces patients au mieux, Oui. en fait. Donc, il y a des ouvertures par rapport à ça. Hein. Il y a des gens qui cherchent et qui essayent, qui mettent déjà des choses en place. Hein. Bon, chacun fait comme il peut aussi. Hein. C'est pas toujours très simple, mais en tout cas, ça devient de plus en plus, connu, on va dire. C'est ça qui est le plus intéressant. Savoir qu'on peut prendre en charge toutes les sphères et pas que le corps. Et côté, donc les émotions, le top 3 des émotions versus... j'ai l'impression que ça coupe chez toi, alors. J'espère que c'est pas que chez moi, mais est-ce que vous pouvez me dire si c'est de mon côté ou si c'est du côté de Laure que ça fonctionne pas? Ah ben là je t'ai perdu Laure, j'ai l'impression. Ah ouais. Ok, Laure est partie. Bon, écoutez, c'est pas très grave, elle va revenir. Oui, c'est du côté de Laure. Alors j'étais en train de lire une question et du coup, je vais la réinviter déjà. Ce sera peut-être plus simple. Allez hop. Et qu'est-ce que je viens de lire? Je viens de lire idée reçue, les médecins ne sont jamais malades. Je pense que c'est une idée reçue. Je n'ai jamais vu le mien fatigué, un secret. Bon, j'espère que Laure va pouvoir revenir. Mais si ça se trouve, elle a une difficulté de connexion. Je relance l'invitation. Bon, c'est passionnant. Hein. Vous avez vu qu'on a plein de choses à se dire. Hein. C'est gentil, merci de m'avoir répondu. J'ai pas l'impression qu'elle puisse non plus se reconnecter. Ah, attends, voilà. Ouais, c'est bon, je suis de retour. Super. Oui, j'étais en train de lire une question pendant que tu n'étais pas là. Il y a une personne qui disait est-ce que c'est un mythe ou si c'est la réalité que les médecins sont jamais malades et elle voit jamais le sien fatigué. Je crois que c'est un mythe. C'est un mythe complet. On est d'accord. On est très souvent très fatigué. Bien sûr.
C'est pas possible autrement. Voilà, c'est pas possible Pas autrement. possible. Et non, on est malade comme tout le monde, peut-être même plus que tout le monde parce que on attrape tous les virus malgré les masques, etc. On est quand même au Oui, contact, voilà, des gastro-entérites, des bronchites, etc. Donc on a beau vraiment se laver les mains, mettre les masques, etc. On est quand même. Et puis oui, puis il y a la fatigue qui joue beaucoup. On compte pas les heures qu'on fait, donc évidemment ça déprime notre système immunitaire et donc on est un peu plus on est probablement un peu plus fragile. Après, je pense aussi que le gros problème des médecins, c'est qu'on s'arrête pas. aucun. Voilà, aucun. Voilà, on n'ose pas dire qu'on est fatigué parce qu'il faut pas le dire. C'est avouer de la faiblesse ou de la. Voilà, c'est un aveu de faiblesse qui est pas du tout le cas, hein, mais c'est vu comme ça en tout cas ou ressenti comme ça par les professions médicales. Donc on le dit pas. Et puis c'est comme ça. Après, je pense qu'on voit des médecins qui font des burn-out, enfin qui voilà. Hein. Exactement. Et c'est vrai que Hawk, c'est une bonne fleur pour les candidats au burn-out. Hein. C'est pas la fleur qui va gérer le burn-out. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, sur le plan, la sphère émotionnelle, c'est quand même quelque chose qui est prédominant chez cette fleur-là. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne sais plus. Oui, puis c'est dans la fonction aussi du médecin d'être dans le sauvetage, hein, d'aider Oui, l'autre. Donc il exact. passe forcément en second, en fait. C'est du bon sens aussi. C'est une vocation d'être soignant. Alors Oui, quand je oui, dis médecin, ça peut être évidemment toutes les corporations qui vont autour. Hein, c'est pas que le médecin, mais l'aide-soignant, l'infirmière, le brancardier, enfin, je tout veux à dire, tous fait. ceux qui s'occupent du malade. Oui, Donc, il est au service de l'autre. exactement. Alors ça peut être aussi Centauri, tu vois. C'est aussi la fleur du je sais pas dire non. Non, Hein. exactement. Je dis oui tout le temps. Oui, Je multiplie les, euh, les, les choses, les rendez-vous sur l'agenda, etc. à des moments identiques en se demandant comment on va pouvoir les mener, mais on le fait quand même. Donc oui, oui, ça c'est sûr. c'est ça. On a ce côté aussi très au service, très servile, qui fait qu'on Oui, oublie aussi soi-même sa propre mission, parce qu'on fait passer les autres avant, tout qui est à une fait. très belle vocation, mais des fois, ça peut créer un déséquilibre émotionnel. C'est sûr. Exactement. Oui, oui, je pense qu'il faut aussi apprendre en tant que médecin à se préserver aussi parce que Exactement. c'est très important et c'est que comme ça qu'on sera suffisamment bien dans nos baskets pour pouvoir bien prendre en charge en fait nos patients. Hein. Ça, c'est une certitude. C'est exact. Ça commence par soi, mais c'est compliqué à entendre quand on Oui, est. Bah oui, c'est normal. exactement. Et du coup, toi, tu verrais, alors on vient d'en citer deux, peut-être justement des émotions sur le versus soignant. On a cité Hawk, Centauri. Est-ce que tu en verrais d'autres? Est-ce que le médecin aussi peut aussi être comme le patient, inquiet ou dans la rumination mentale ou dans l'inquiétude pour son patient avec Red Chestnut? Peut-être oui dans l'inquiétude pour ces patients parce qu'il y a des médecins qui s'investissent beaucoup dans leurs patients et puis il y a aussi je pense pour tout ce qui va être plutôt l'inquiétude professionnelle. Il y a beaucoup de médecins qui sont en activité libérale, qui sont donc pas salariés, hein, donc ils ont les mêmes impératifs que les mêmes soucis que les chefs d'entreprise. Ils ont par Ah, ils exemple payent leur loyer aussi? Ah voilà, bon, d'accord. ils payent les loyers, enfin, ils ont des secrétaires, par exemple, à payer, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi toute cette partie-là du travail qui, en plus, pour le coup, ne nous est pas du tout appris à la fac de médecine. Donc, Ça, c'est une certitude. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a, c'est voilà, une c'est dans charge cette mentale et partie. c'est très anxiogène. Hein. Exactement. Ouais, Et puis, ouais. bon, le système administratif en France ça a quand même la réputation d'être pas le plus simple du monde et probablement très, très lourd. Et donc, oui, je pense qu'il y a aussi toute cette partie-là qui est effectivement dans les à ressasser, ruminer, se dire il faut gérer la partie médicale, prendre en charge ses patients, mais il y a aussi tout le à côté professionnel, voilà la partie administrative qui est assez lourde, je pense, à prendre en charge aussi et qui doit être, enfin qui est source de stress, d'anxiété, de fatigue aussi beaucoup. Et qui peut Voilà, participer au potentiel burn-out aussi, parce qu'il y a la oui, gestion de la patientèle, mais il y a la gestion administrative, exactement. l'URSSAF, le RSI, la sécurité sociale, tout ce qui va avec en fait, hein, et les charges. Exactement, exactement, tout à fait, oui, oui. Donc ça demande beaucoup. Puis, enfin, on y a tous été confrontés. Hein, quand vous appelez les services, oui, c'est les horaires, c'est compliqué, les lignes, on n'arrive jamais à voir la même personne, etc. Donc ça, je pense aussi que pour les professionnels de santé, surtout ceux qui sont en activité libérale, c'est une charge, enfin, assez importante dans leur quotidien. Est-ce que tu vois d'autres émotions?
Bon, en bah après, et puis après, consultation. elles sont propres en fait à chaque individu Bah en oui, bien fonction de, sûr. voilà, de sa propre personnalité. Voilà, globalement, non, c'est celle dont on a parlé. Et ensuite, chacune et chaque individu ressent les choses un peu à sa façon. Très bien. Écoute, je te remercie pour cet Ouais, c'est échange. moi. Merci beaucoup, Nathalie. C'était un plaisir. Et puis, merci beaucoup pour ton invitation. J'étais vraiment ravie de pouvoir, voilà, encore une fois, avec unité, mais apporter ma petite contribution. Et puis, si ça a pu répondre à certaines questions ou montrer un peu l'envers, voilà, l'envers du décor. Nous aussi, on est fatigués, on a des cernes, on met de l'anti-cerne, mais ça cache pas Comme tout le forcément, monde. comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc vraiment un immense merci. J'étais ravie, Nathalie. Merci beaucoup, Laure. Et puis donc, on pourra se retrouver l'année prochaine pour la sortie de ton livre. Super, bah, avec Ouais. grand plaisir. Et donc, ce sera sur l'immunité et versus naturo, évidemment. Oui, c'est l'immunité, mais et les maladies infectieuses, donc Ok. ce qu'on connaît tous, hein, les infections urinaires, les infections respiratoires et digestives, hein, avec les fameuses gastro, etc. Et Mhm. c'est vraiment tout ce qui va être la prise en charge globale avec l'alimentation, la phyto, l'aroma, les produits de la ruche, etc. Donc voilà, j'espère que ça répondra enfin, aux attentes de plein de gens. Ben oui, parce qu'en fait, maintenant, on est presque tous concernés par bah, l'immunité. De toute façon, on est tous concernés de fait. Mais comme tu dis, émotionnellement, quand on est chahuté, forcément, l'immunité, voilà, elle est perturbée. Bon, je le rappelle quand même, Bach, bon, alors, il n'a pas voulu être que prêtre ou médecin. Il a été aussi bactériologiste et immunologiste. Hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même pas rien. Et donc, il est aussi précurseur de beaucoup d'avancées aussi dans le microbiote, hein, parce qu'il avait trouvé ces fameuses 7 bactéries intestinales qui étaient en lien aussi avec un déséquilibre aussi émotionnel, avec la correspondance avec la psore et du coup et la psyché, on va dire, hein, et que tout ça c'est afférent et efférent. Alors avec le nerf vague, j'imagine tout ça c'est bon, c'est de la médecine, mais en même temps ça fait partie aussi de notre immunité. Et l'immunité, c'est pas que le corps, c'est aussi nos émotions. Quand on est émotionnellement fragilisé, Oui, oui, euh, ça perturbe la le sphère système émotionnelle. immunitaire. Exactement. C'est Exactement, oui, du oui. bon sens. Donc maintenant, en plus, vu l'état de la planète actuelle, je pense que c'est quand même, c'est un sujet qui va certainement concerner tout le Intéresser monde. quelqu'un. Exactement. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler avec grand plaisir. Exactement, avec plaisir. Eh ben, écoute, merci beaucoup encore une fois pour ta Et présence, pour ta simplicité, et puis merci à avec, tous de regarder, voilà, ce live. oui, Vous un grand savez merci. que, voilà, je sais pas si tu le sais toi, Laure, mais ce live je le mets en IGTV évidemment. Et D'accord. puis après, j'ai créé une chaîne YouTube où ceux qui n'ont pas accès à Instagram parce qu'ils n'ont pas de compte Oui, Instagram pourront pourront voir. aller regarder ce live. Donc moi, je te mettrai le lien en privé Ok, si tu as envie de le super. partager. Voilà, comme ça, ben, ça fait aussi de l'ouverture et de la connaissance pour tous. Hein. Parfait. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée soirée. à tous. Au revoir Laure. Au revoir. Merci. Ciao.